Et pour maintenant parler des enjeux de l'adaptation de la France au dérèglement climatique, je vous remercie, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'accueillir la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, Agnès Pannier-Runacher. Merci, monsieur le directeur général. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer les parlementaires qui sont encore présents et évidemment le président de la CCR et tous les partenaires. Alors, je vais sans doute répéter ce que vous avez déjà longuement évoqué tout au long de cette journée. Vous me pardonnerez, mais c'est vrai que la parole de l'État sur ce sujet qui est pour nous un Himalaya à gravir est sans doute important, et donc je vais partager mes préoccupations qui feront écho à vos préoccupations. Le thème que vous avez retenu, il est parfaitement en lien avec les préoccupations, les engagements du gouvernement. Comment adapte-t-on nos territoires face au changement climatique? Comment protège-t-on nos concitoyens? Qu'est-ce qu'on leur raconte par rapport à ces risques qui pèsent non seulement sur leur patrimoine, mais également sur leur intégrité personnelle? Et comment sauvegarder leurs biens face à des catastrophes naturelles qui se répètent, qui s'intensifient année après année? Je vous remercie, monsieur le directeur général, d'avoir rappelé les inondations dans les Hauts-de-France. Moi, je vis dans le Pas-de-Calais et j'ai vécu entre la fin 2023 et l'année 2024 des inondations sournoises, c'est-à-dire qui montent lentement et qui ont touché à certains endroits à 5 reprises des habitats. Donc 5 fois, vous avez des gens qui se levaient le matin et qui tâtaient le sol depuis leur lit et le sol était mouillé puisque toute la cave était inondée. Alors, je suis caricaturale, mais un des habitants m'a raconté qu'effectivement, il était tellement traumatisé qu'il touchait le matin le sol depuis son lit pour vérifier qu'il n'était pas encore à nouveau inondé dans son domicile. Derrière donc ces catastrophes, il y a évidemment des récits sensibles, des personnes qui se sentent particulièrement vulnérables dans ce qui est pour eux le plus précieux, le plus proche, dans ce qui est aussi souvent les économies d'une vie. Et c'est aussi ça qu'il faut appréhender en tant que responsable, que nous soyons responsables politiques ou responsables d'activités économique. Je ne vais pas faire la litanie des faits climatiques. Voilà, l'année 2024 a rejoint la liste des 10 années les plus pluvieuses depuis 1959, avec plus de 1000 mm en moyenne de pluie sur le pays. Mais c'est aussi l'année la plus chaude parce qu'on sait conjuguer les exploits et les records. Et en tant que ministre en charge des risques, au fond, je n'ai pas de souvenir au cours de ces 24 derniers mois de département qui ait été indemne d'un aléa climatique majeur. Qu'il s'agisse d'un aléa climatique de type grêle ou gel tardif pour les récoltes, qu'il s'agisse d'inondations, qu'il s'agisse de cyclones, qu'il s'agisse de canicules, qu'il s'agisse de sécheresse, qu'il s'agisse d'épisodes cévenols ou méditerranéens, de ruptures glaciaires ou d'éboulements. Je n'ai pas connaissance d'un département, qu'il s'agisse de la métropole ou des territoires ultramarins, qui ait été exempt d'un aléa climatique majeur. Et donc, au fond, ces catastrophes, elles se sont invitées dans notre quotidien. Et pourtant, nous ne sommes qu'à plus 1,5 degré de réchauffement de la planète. Imaginez 3 degrés. Ces catastrophes, elles mettent nos mécanismes de prévention à l'épreuve. Les coûts des inondations ont augmenté de manière massive, vous l'avez rappelé, ou les coûts des aléas climatiques. Mais c'est aussi des catastrophes qui montrent le bon fonctionnement de notre régime d'indemnisation et de nos politiques de prévention. Et je voudrais m'arrêter sur ça, parce que malgré tout, le système français a plutôt bien tenu. Il a tellement bien tenu, d'ailleurs, vous le rappelez, qu'il nous est envié, que beaucoup de pays viennent taper au carreau pour savoir comment il fonctionne exactement, et que certains s'en inspirent pour créer leur propre politique d'indemnisation et de protection. Notre régime d'indemnisation des catastrophes naturelles a permis depuis sa création de prendre en charge 3,5 millions de sinistres, 57 milliards d'euros. Ce régime qui repose, vous l'avez dit, sur un partenariat public-privé s'appuie sur 3 critères essentiels à mon sens, la solidarité, la responsabilité et l'équité. Et je pense que ces 3 critères, quelles que soient les manières dont on peut être amené à devoir faire évoluer nos dispositifs, doivent être vraiment au cœur des dispositifs que nous portons.
Et c'est la raison pour laquelle les élus et nos concitoyens y sont particulièrement attachés. Et je vais le dire très clairement, pour moi, il est essentiel de préserver ce dispositif, maintenir un système assurantiel protecteur, accessible, mutualisé entre les assurés est ma priorité pour que notre régime français d'indemnisation poursuive sa mission de solidarité nationale. Mais cette orientation n'a de sens que si nous agissons sur la prévention. Parce que si les risques se multiplient, il va falloir lever le niveau de jeu de la prévention. On a beaucoup travaillé sur la prévention. Là aussi, on vient nous voir d'autres pays pour voir exactement comment on s'y prend. Les plans de prévention des risques ont ainsi ciblé l'urbanisation des zones à risque pour limiter les dommages et préserver des vies. Et ça a fonctionné. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Valencia en Espagne. Urbanisation massive, artificialisation, écoulement des eaux. Je ne vais pas dire que ça ne serait pas arrivé en France, parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais je dis que c'est intéressant de voir que nous avons peut-être été plus précautionneux, plus rigoureux sur ces plans de prévention des risques. En tout cas, plus de 12 500 communes sont aujourd'hui couvertes par un plan de prévention. Le Fonds Barnier aussi a fonctionné, vous l'avez dit. Il a permis de mobiliser plus de 3 milliards d'euros au bénéfice d'actions opérationnelles de prévention et nous continuons à l'alimenter. J'ai obtenu l'année dernière qu'il soit augmenté de 75 millions d'euros, de 125 à 300 millions d'euros. C'est une vraie augmentation dans une période où les finances budgétaires sont plutôt serrées. Et moi, j'ai mon chiffre, c'est celui que je retiens. Alors, il y en a plusieurs, je sais, mais disons que 1 euro de fonds Barnier investi permet d'éviter 8 euros de dommages au régime de catastrophe naturelle. Donc, je suis la team 8 euros, ce qui me permet d'argumenter devant mes collègues des comptes publics pour dire s'il y a bien un investissement sur lequel on a un retour sur investissement, c'est celui-là. Allez-y sans hésiter. Les deux dispositifs, vous l'avez compris, prévention, indemnisation, sont très complémentaires. Mais face à un changement climatique qui avance à un rythme inédit, il va falloir changer de niveau de jeu. D'abord, avec de nouveaux outils. Le Fonds vert est un de ces outils. Il soutient l'adaptation de nos territoires avec un important effet de levier. Lorsqu'on met 1 euro dans le Fonds vert, c'est à peu près 7 euros d'investissement qui est réalisé. En 2024, le gouvernement a pris aussi des mesures pour conforter le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Je pense notamment à la revalorisation de la surprime catastrophe naturelle depuis le 1er janvier 2025, qui n'avait pas été fait depuis 2000, à la clarification des critères de reconnaissance des catastrophes naturelles avec leur publication au sein d'une seule et même circulaire. Tout cela est fait pour répondre à un objectif clair, garantir le fonctionnement opérationnel de notre régime assurantiel, un fonctionnement qui suppose une viabilité financière. Et là aussi, j'accueille avec beaucoup d'intérêt intellectuel les rapports qui peuvent être rendus sur la manière dont on peut faire évoluer notre système assurantiel. Je l'ai d'ailleurs réaffirmé lundi au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan à l'occasion de la présentation du rapport sur la mutualisation des risques climatiques. Je pense que ce sont des réflexions qui nous obligent à sortir de notre zone de confort, mais ce n'est pas pour ça qu'on va faire le grand soir là tout de suite. Quand on a un système qui fonctionne, ce n'est pas idiot de le conforter. La hausse de la sinistralité climatique pourrait nous conduire à une revalorisation du taux de surprime ou à d'autres ajustements sur l'application des franchises, par exemple. C'est une réflexion nécessaire et je salue les propositions de loi qui vont en ce sens. Mais évidemment, toute évolution suppose d'être concertée avec les acteurs du régime CatNat, et ils sont nombreux, les citoyens, les entreprises, les assureurs et les collectivités locales. Il est également impératif de faire évoluer les politiques de prévention et d'aménagement du territoire, les adapter selon les phénomènes concernés. Je voudrais citer 3 situations qui se présentent aujourd'hui à la ministre que je suis. Tout d'abord, il y a des phénomènes naturels qui ne sont plus des risques. C'est des certitudes. La ligne de retrait de côte est une certitude. Et donc, il faut enclencher une réflexion qui consiste à se replier en bon ordre avec des stratégies de recomposition spatiale en mettant en place un partenariat collectivité locale, État. Il y a une notion de solidarité
certains habitants n'ont pas choisi de naître sur les littoraux. Il y a un enjeu aussi de capacité pour chacun de ces territoires à aller chercher sur ses propres forces les moyens pour recomposer territorialement leur aménagement. Il y a ensuite, deuxième cas, des territoires qui sont touchés par des catastrophes naturelles à de multiples reprises. Je reprends mon cas des inondations dans le Pas-de-Calais. En réalité, à un moment, une zone qui n'était pas inondable est devenue inondable. Voilà, c'est la triste réalité. Et donc, se pose la question d'y maintenir des habitations. Des communes ont choisi, avec les propriétaires concernés, dans le Pas-de-Calais, de redonner sa place à l'eau et de détruire des habitations pour reloger les personnes qui étaient dans ces zones à risque. Alors, c'est un choix qui nécessite du courage politique, qui nécessite l'acceptation des habitants. Et lorsque vous êtes sur le terrain, vous voyez que certains comprennent très bien et se projettent assez facilement sur cette idée de se mettre à l'abri, ça les sécurise, et d'autres ne veulent pas abandonner ce qui est pour eux un morceau sensible de leur vie personnelle, 30 ans, 40 ans dans la même habitation, ça n'abandonne pas comme ça. Et là aussi, il faut savoir de quelle manière on peut accompagner cela, y compris avec notre système assurantiel. Enfin, la troisième et dernière catégorie, c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Ce sont des territoires qui continuent à être confrontés à des événements climatiques plus intenses, plus fréquents, mais qui restent dans une zone de risque sur lesquelles les actuaires peuvent se livrer à des calculs, des modélisations plus ou moins fragiles, puisque nous rentrons dans l'inconnu, mais qui restent vraiment du pur domaine de l'assurance. Sur ces territoires, précisément, il nous faut renforcer nos politiques de prévention, que ce soit la prévention collective par des systèmes de frein aux catastrophes naturelles possibles. Je me permets de souligner que, de mon point de vue, et c'est ce que nous donnent les travaux académiques et le retour de l'expérience, les solutions fondées sur la nature sont plus robustes et sans regret que des solutions qui sont fondées sur notre propre ingénierie, qui est formidable, mais l'endiguement a ses limites. La capacité à capter l'eau avec des zones d'expansion de crues est probablement sans regret, même si elle a aussi des conséquences en termes d'activité économique et de philosophie de partage de l'effort entre les acteurs. Et puis, il y a la prévention individuelle en réduisant la vulnérabilité des biens. Cela demande notamment, après certaines catastrophes, vous l'avez dit également, de ne pas reconstruire à l'identique, d'adapter les bâtiments et les logements, de les rendre plus résilients. Et il va falloir le faire sur toute une diversité de risques. Parce qu'on a parlé inondation, on peut parler aussi feu. Des feux qui sont aujourd'hui à 90% d'origine humaine, prévention, mais des feux qui ont des cinétiques beaucoup plus difficiles à contrôler, dérèglement climatique. Et l'épisode qui a frappé Los Angeles doit être, de mon point de vue aussi, source de retour d'expérience dans nos manières de prendre en charge ce risque. Tous ces sujets, ils ont vocation à se retrouver dans le plan national d'adaptation au changement climatique que j'ai présenté en mars dernier. Un plan qui comporte 52 mesures avec plus de 200 actions concrètes pour traiter tous les impacts du changement climatique, en tout cas ceux que nous avons déterminés, qu'il s'agisse des risques qui pèsent sur l'organisation du travail face à des canicules, en prévoyant effectivement tous les enjeux d'infrastructure et de montée de niveau, infrastructure, habitat, et évidemment avec des aspects spécifiques par type de territoire, les littoraux, les montagnes, les forêts, les îlots de chaleur, les zones d'artificialisation forte et de densité urbaine forte dans lesquelles les risques sont appelés à se multiplier. Notre objectif, au travers de ce plan qui mobilise l'ensemble des ministres, c'est effectivement de se doter d'outils supplémentaires et de faire en sorte d'être beaucoup plus prêts pour affronter les risques. Je vous donne un exemple très
concret et à la fois très périmétré. Nous avons lancé une mission de levée de doute sur tous les glaciers et subglaciers, enfin les zones glaciaires et subglaciaires, pour repérer les endroits où potentiellement il pouvait avoir rupture d'un glacier, rupture d'un lac sous glacier, et ce qui s'est passé dans un village suisse il y a quelques semaines avec disparition du village. Ce n'est pas valable pour tout notre territoire français, mais les levées de doute pour aller vérifier où on a une probabilité plus élevée, où on a une probabilité très faible d'accident est important. Et nous faisons cela sur les enjeux de feux de forêt, d'inondation et de submersion marine ou de retrait de côte. Vous l'avez évoqué aussi, c'est ce nouveau dispositif sur le retrait-gonflement des sols argileux, avec une expérimentation qui va démarrer sur quelques départements préfigurateurs, ceux qui sont concernés par une forte exposition. Alors 30 millions d'euros, ce n'est pas une somme gigantesque pour tester, c'est pour ça qu'on a pris le chemin de l'expérimentation. Mais ce démarrage doit viser à tester des choses sur le terrain en essayant de mieux accompagner les particuliers tout en évitant toute maladaptation et tout phénomène de passagers clandestins aussi, petit risque ou tout phénomène de fraude. Vous avez raison, monsieur le directeur général, de dire que ces budgets sont très importants, qu'il faut les sanctuariser autant que possible, qu'il ne serait pas illégitime que les 450 millions d'euros qui sont prélevés sur les Françaises et les Français au nom de la protection contre les aléas naturels se retrouvent dans la politique de prévention de l'État pour faire face à ces aléas naturels. En tout cas, ce sera le combat que je porterai dès demain face à ma collègue Amélie de Montchalin, puisque j'ai un intéressant rendez-vous avec elle demain après-midi. Au-delà des outils mis en place par le gouvernement, comme Géorisque ou par les collectivités, les assureurs jouent également un maillon essentiel de cette sensibilisation citoyenne. Vous êtes des relais. J'ai l'an dernier conclu un partenariat avec mon ministère, la Fédération des agents d'assurance, l'AGA, et la Fédération des sociétés d'expertise pour porter auprès des citoyens des messages de prévention et inciter à l'adaptation plutôt qu'à la réparation à l'identique. Je sais que vous y contribuez également. Plusieurs d'entre vous contribuent aussi activement à la Journée nationale de la résilience mise en place par le gouvernement depuis 2022. Et vous le savez, on a besoin de développer une culture de risque. Paradoxalement, les territoires ultramarins, enfin c'est pas paradoxal d'ailleurs, c'est très fondé, ont une culture de risque. Un gamin de 6 ans, c'est très exactement ce qu'il doit faire en cas par rapport à certains aléas. Ce n'est pas le cas en France. En France, on a encore des adultes qui descendent dans les parkings pour aller prendre leur voiture au moment d'une pluie intense et en dépit des alertes de vigilance que nous pouvons porter. On a encore des parents un peu inquiets, et je ne leur reproche pas, j'ai 3 enfants, qui vont chercher en catastrophe leur enfant à l'école alors que leurs enfants sont en sécurité et que même prennent des risques en allant prendre la route sous une pluie intense. Donc cette culture de risque, nous devons absolument la développer, vous le savez comme moi, et vous êtes ces passeurs aussi de messages parce que vous avez une interface avec tous les Françaises et les Français. Vous avez une relation avec tous les Françaises et les Français et vous apparaissez comme des experts, comme des tiers de confiance qui sont en capacité de porter ces messages. C'est probablement un investissement pas si coûteux que ça, avec un retour sur investissement très élevé. Et je pense qu'il faut l'embarquer dans nos politiques au même titre que toutes les constructions de protection que l'on pourrait envisager. Nous constatons aussi parfois un désengagement d'assureurs dans des zones très exposées. Ça constitue un risque majeur, c'est une autre forme de risque pour les assurés et l'économie de ces territoires et pour l'équilibre du système assurantiel français. Et ça remet en question cette notion de responsabilité et de solidarité que nous portons collectivement. Pour agir, une mission sur l'assurabilité des risques avait été lancée par les ministres de l'économie et de la transition écologique fin 2023. C'est la mission Langrenay, dont le rapport a été rendu en décembre de cette année, avec des objectifs et des points d'alerte clairs. Elle signalait le besoin d'adapter le système assurantiel français à l'évolution des risques climatiques et de renforcer la transparence des pratiques assurantielles, en particulier dans les zones les plus exposées.
Vous avez donc été missionné, monsieur le directeur général, par les ministres en 2024 pour créer un observatoire de l'assurabilité. Mon rôle est aujourd'hui de m'assurer du bon déroulement de ces travaux. Je m'inscris totalement dans les pas de Bruno Le Maire et de Christophe Béchu. Ce travail de l'Observatoire, il est essentiel pour partager un état des lieux et pour suivre cet état des lieux dans le temps. Les travaux ont déjà avancé de manière très satisfaisante, je veux le dire ici, en s'appuyant sur une coopération avec les assureurs, la CCR et l'État, et des échanges techniques approfondis sont encore nécessaires pour finaliser ce travail. L'un des enjeux est de garantir une bonne coordination avec d'autres chantiers qui sont inscrits dans le plan national d'adaptation au changement climatique, et notamment avec les toutes dernières cartographies des risques établies par l'État. Là aussi, on a intérêt à avoir une information qui soit ouverte, disponible. C'est celle qui sert d'aide à l'action des collectivités locales, qui leur sera peut-être opposée un jour dans des recours juridiques s'ils ne prennent pas la mesure des risques sur leur territoire. Il est donc important de la partager et de ne pas avoir 10 façons de l'exprimer différentes. Mais évidemment, elles peuvent être interprétées par les acteurs privés et les amener à prendre des décisions de gestion des risques. Moi, j'ai dirigé une entreprise de 5000 personnes avant d'être ministre. J'ai parfois arbitré en fonction de l'information qui était disponible pour moi pour améliorer l'équilibre économique de mon entreprise. Je connais cela et donc je suis sensible à cette préoccupation, mais je suis sensible à la préoccupation de solidarité et d'intérêt général qui nous relie. Parce que si tous les assureurs se retirent, à un moment, on aura un gros souci. Ces cartographies nourrissent une mission que nous partageons, une mission régalienne. Dire la vérité, dire où sont les risques, c'est un effort collectif qui concerne toutes les parties prenantes, au-delà du gouvernement et des élus locaux, dont je n'oublie pas l'action essentielle. Et vous le savez, certains élus locaux répugnent à figurer sur le décret liste, parce qu'ils savent que, sur le retrait de côte, parce qu'ils savent que quelque part, ça va baisser la valeur des maisons qui sont sur le littoral et que ça aura un impact sur l'attractivité de leur commune. Mais en même temps, c'est aussi regarder les risques les yeux grands ouverts et peut-être mieux se préparer à un retrait en bon ordre. Donc c'est ces chemins qui sont compliqués d'arbitrage entre le court terme, le moyen terme et le long terme que nous devons collectivement emprunter en confiance. Pour conclure, vous l'avez compris, je compte sur vous tous, pour que nous adaptions notre excellent régime CatNat pour renforcer la prévention dans tous ces éléments, à la fois individuels, collectifs et par l'investissement comme par l'accompagnement de l'évolution de notre culture de risque, pour repenser l'aménagement de nos territoires, pour reconstruire et penser résilience et pour développer cette culture de risque que je mentionnais. Autant de démarches essentielles, urgentes à engager, ensemble, à maintenir dans la durée et qui nécessitent un travail collectif et beaucoup de conviction. Pour cela, je compte sur vous. Avançons ensemble. Merci à tous. Merci Madame la Ministre. Permettez-moi s'il vous plaît Madame la Ministre de vous retenir quelques instants sur scène et je vais demander à Édouard Vieillefond de monter également pour que nous prenions le temps de faire une photo de tous les deux. Applaudissements encore. Merci Madame la Ministre d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci également à vous toutes et vous tous qui avez été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci également à tous les intervenants. Il est temps pour moi maintenant de vous inviter à rejoindre le buffet pour la fin de soirée. Merci à vous.